Bonjour Xavier Hofer, nous sommes ravis de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes criminologue, directeur d'études au pôle sécurité et défense du CNAM et essayiste. Conformément à la tradition de l'émission, j'ai choisi pour vous une citation. Alors, il s'agit d'une citation de Pierre Drieux-La Rochelle. « L'extrême civilisation engendre l'extrême barbarie ». Xavier Hofer, qu'est-ce que vous évoque cette citation ? Je suis à moitié d'accord. Je dirais qu'à la fin de l'extrême barbarie, il y a une phase très importante qu'on a vue dans toute l'histoire des empires, qui est la phase de la dégénérescence, le bas empire romain. Donc, entre l'extrême civilisation et l'extrême barbarie, c'est un sandwich, si vous voulez, et au milieu, il y a une tranche que la citation en question oublie un peu, qui est la phase de la dégénérescence, du moment où les hommes se prennent pour des femmes, les femmes pour des hommes, où on peut épouser son chien ou une libellule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, si ça vous rappelle quelque chose dans la période récente. Très bien. Est-ce que vous pensez donc qu'on arrive à la fin d'un cycle ? Pas nous. Très clairement, les États-Unis, oui. Les États-Unis, à l'heure actuelle, alors c'est caché par toutes sortes d'événements, les guerres, les affrontements entre grandes puissances, avec la Chine, avec la Russie, etc. Mais ce que vivent les États-Unis à l'intérieur de leur pays est à l'heure actuelle incroyable. Incroyable. Vous savez, je connais bien ce pays. J'y ai enseigné. J'ai été un des premiers Français, il y a très longtemps de ça, dans les années 1980, à être invité pour les sessions d'été à l'université Stanford, en Californie. J'ai fait des conférences à Harvard aussi, quelques années plus tard, etc. C'était au moment où il y avait des histoires de terrorisme, donc ils étaient avides de pouvoir un peu avoir accès à l'expérience des Européens et tout sur ce sujet. Et c'était à l'époque un pays assez bien structuré, avec des élites, avec des universités disposant de moyens qui, nous, les Européens et surtout les Français, nous faisaient absolument rêver. Ce pays est parti en vrille, voilà maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années. Je crois sincèrement que ce pays a été complètement déréglé, mais au sens déglingué, par l'histoire du 11 septembre, par les attentats, et que depuis, ça s'agite dans tous les sens, ça a cessé, dans beaucoup de domaines, dont le mien, d'être un pays raisonnable. Voilà, c'est ce que je pense. Vous pensez que cette dégénérescence est donc en lien avec les attentats du 11 septembre ? C'en est un des résultats. Songez qu'à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, la superpuissance, la seule qui nous reste, celle dont les moyens sont incommensurables avec tous les autres pays, États-nations, empires, appelez-les comme vous voulez, qui existent sur la planète. Songez par exemple que les États-Unis disposent à l'étranger de 900 bases militaires, plus celles qui sont secrètes avec les forces spéciales, un petit millier en tout, alors que le pays suivant en a moins de 50. Donc voilà, c'est ça la différence. Et ce pays-là est en train de perdre le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Dans mon domaine à moi, le domaine de la criminalité, de la criminologie, il y a 20 ans de ça, les États-Unis ont essayé de réformer le système de ce qui permet de comptabiliser les crimes sur leur territoire. Combien de viols, combien d'homicides, combien de ceci, combien de cela. Et donc, ils s'y sont pris d'une manière tellement cafouilleuse, ce truc a été tellement mal préparé et tellement mal foutu qu'à l'heure actuelle, ils ne savent plus rien de ce qui se passe chez eux. Il y avait l'ancien système qui s'appelait Uniform Crime Report, rapport uniformisé sur le crime, si vous voulez, qui continue à être fait dans certains États. D'autres ont adapté le nouveau système. Les deux systèmes ne sont pas compatibles entre eux, ce qui fait que cette année, par exemple, le FBI va publier des chiffres sur quelque chose qu'on ne peut pas louper d'ordinaire. Le gamin qui tire la sonnette et qui s'en va en courant, bon, on en oublie un de temps en temps, ça passe, c'est pas si grave que ça. Mais les homicides, les statistiques de 2021, quand elles sont prêtes, excluent du nombre de gens tués dans les États-Unis pendant toute l'année passée, la 2021, le Grand New York, le Grand Chicago et le Grand Los Angeles. Ça signifie quoi ? Je veux dire, c'est 25 millions d'habitants sur les 360 des États-Unis. Voilà, ça colle pas, ça cadre pas, donc on les laisse de côté. Qu'un grand pays, que ça arrive, je sais pas, en Moldavie ou au Congo, bon, on se dira, les pauvres, ils sont pas encore au niveau, etc. Mais là, pour la superpuissance, est tout à l'avenant. Voilà. Donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels, à l'heure actuelle,
Autre domaine important, c'est celui de ce qu'on appelle les morts par désespoir. Les morts par désespoir, c'est d'une part les suicides, d'autre part les gens qui se tuent en se droguant, mais sciemment jusqu'au point d'en mourir. L'alcoolisme qui aboutit à la mort, ça a explosé depuis quelques années. Songez que chaque année, simplement, overdose, c'est un américanisme, mais les surdoses létales de stupéfiants, c'est près de 110 000 morts les dernières années. Et ça augmente chaque année. Et là-dedans, ce qu'il y a de plus terrible, c'est que la quotité qui augmente le plus fort, c'est celle des 19-21 ans. D'accord. Les jeunes qui prennent de la drogue jusqu'à en mourir ou qui s'assassinent en buvant de l'alcool jusqu'à l'extinction, jusqu'à la mort. Voilà, donc c'est un pays qui va mal et c'est un pays qui, dans le domaine de ses relations avec les autres, est en train aussi de devenir hystérique. Quand on entend parler des États-Unis à l'échelle internationale, c'est toujours pour des sanctions. Et voilà, récemment, Lafarge, c'est une boîte anciennement française, devenue multinationale, qui fabrique entre autres du ciment, les ciments Lafarge. À un moment donné, ils avaient une usine en Syrie et ils ont bakchiché les gens des groupes terroristes, l'État islamique, pour avoir la paix, pour continuer à faire tourner. C'est pas bien, ils auraient pas dû. C'est pas aux États-Unis à leur infliger 778 millions de dollars d'amende, Alors ils sont comme ça. Maintenant, les États-Unis, c'est des sanctions. Donc ils sont devenus un peu fatigants, D'accord. Et vous pensez pas que la France suit cette même pente de dégénérescence Non, on n'est pas. Enfin, ce qui arrive à la France est un classique dans notre histoire. À un moment donné, les sphères supérieures de la société cèdent à des modes nouvelles dont la population ne veut pas. Venant une grande partie de ma famille vient d'Alsace, donc nous on a l'habitude, parce qu'il y a 50% de catholiques, 50% de protestants, mais les nôtres c'est des luthériens, ils sont pas très abrasifs dans leur façon d'être. Pendant le milieu du XVIe siècle, une grande partie de l'aristocratie française est devenue calviniste. On connaît tous Turenne, Condé, etc., qui étaient devenus calvinistes. Et la population française, la population de la base, dans les villages, elle n'a jamais voulu de ça. Alors on les a contraints dans un tiers de la France, parce que la religion du prince était la religion du peuple, vous voyez. Donc on les a contraints, et ça s'est mal passé, ça s'est terminé après des massacres de plus en plus sanglants, ça s'est terminé par la Saint-Barthélemy. Donc cette fois-ci, en France, naturellement, ça ne se terminera pas comme ça, mais la sous-culture américaine qui arrive par libération, par des radios, par des télés, etc., c'est pas destiné à durer, C'est l'écume des choses. Pour revenir sur le sujet de la France, du coup, l'affaire de la petite Lola, qui a été torturée, violée et assassinée, émeut la France aujourd'hui. Est-ce un cas emblématique selon vous, selon votre regard de criminologue? Et comment analysez-vous cette affaire et les réactions politiques dont elle a été l'objet? Mais elle est simple. Si vous voulez, je vais commencer par un autre aspect de la chose. J'en ai vu, vous savez. Peut-être connaissez-vous une des répliques cultes dans les films du style Les Tontons Flingueurs, etc. Michel Audiard, il y a un film dans lequel il y a un type qui dit « Je suis patron de bistrot, socialiste et ancien combattant, c'est vous dire si dans ma vie j'en ai entendu des conneries. » Voilà. Et là, moi, ça fait un paquet d'années que je suis ces phénomènes-là, mais j'ai quand même été choqué totalement par l'absence totale de M. Darmanin de cette affaire-là. Les criminologues connaissent aussi des gens qui ont fait de la prison, donc en argot des prisons, ça se dit « pas vu de la semaine, parti aux douches ». Eh bien, M. Darmanin, sur cette affaire-là, il n'est pas vu de la semaine, parti aux douches. Et puis, M. Dupond-Moretti, qui fait des effets de manche, c'est un scandale, c'est une autre. Ce qui est scandaleux, c'est d'avoir créé les conditions dans lesquelles une gamine ne peut pas sortir de chez elle pour chercher le pain sans se faire assassiner. C'est quoi cette histoire de récupération? En 1940, le général de Gaulle, quand il dit « on ne va pas se laisser envahir », il fait de la récupération. Les premiers manifestants sur les Champs-Élysées qui protestent contre l'occupation allemande, qui sont des gens de la droite nationale, les premiers à manifester, ils font de la récupération. Mais quelle honte! Voilà, alors ça c'est le premier point. Le fait de dire « ah, vous essayez de récupérer », etc., c'est soit des gens dans la panique, soit des idiots. Mais forcément l'un ou l'autre. Et peut-être même
les deux ensemble. Donc, pour la chose, mais c'est simple. Que faisait cette femme en France? Je veux bien que c'est de la faute à personne, et peut-être surtout pas de la sienne, si elle est psychotique, d'être dans cet état-là. Mais qu'elle faisait dans la rue, à traîner jusqu'au moment où elle est tombée sur une proie et elle l'a assassinée. Combien de gens dans cette situation-là sont en France? Vous savez, c'est simple. Quand on voit des situations comme celle-là, il faut toujours penser à ce qui se passe quand on ouvre la porte de la cuisine la nuit, puis on voit un cafard qui court sur le sol. Il n'y a jamais un cafard tout seul. Quand on va chercher avec une lampe de poche sous le lavabo, etc., on en voit 200. Il n'y a jamais des phénomènes comme ça sont le symptôme d'une... En psychiatrie, on dit qu'il a décompensé et qui a été prise d'une sorte de pulsion homicide et qui, hélas, est passée à l'acte. Mais que faisait cette femme en France? Et tous les autres de son acabit? Sommes-nous devenus l'asile pour aliénés dangereux et la poubelle du monde? C'est ça le problème. Oui. Il y a sur le territoire français des gens, en tout respect de la légalité, bien entendu, qui n'ont rien à y faire. Que font-ils sur les territoires français? Et pourquoi ceux qui sont censés partir ont dit en langage administratif sous OQTF, obligation de quitter le territoire français? Il y en a plus de 9 sur 10 qui sont malgré tout sur les territoires français et qui continuent à y commettre des infractions, souvent des crimes et parfois des homicides, comme ce qu'on a vu avec la petite fille en question. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que font ces individus en France? Sommes-nous... je crois qu'à un moment donné, il faut revenir aux fondamentaux. Vers la fin du XXe siècle, Raymond Aron a donné la plus belle définition, la plus brève, la plus synthétique, la plus compacte et la plus vraie, la plus juste, qu'on ait donnée de ce que c'est qu'un État-nation. Un État-nation, a dit Raymond Aron, c'est en paix à l'extérieur, respecté à l'intérieur. Voilà. C'est simple. Et donc, aujourd'hui, on n'est ni en paix ni respecté. Le fait qu'à l'intérieur de la société civile française, un fauve comme ça, que ce soit masculin ou féminin, se jette sur une enfant et la tue, alors qu'elle n'avait rien à faire là-dessus. Et si c'était la première fois, mais bien entendu, il y a de nombreuses fois, auparavant, où ça s'est produit. On en a le décompte. Ça n'est pas une situation, hélas, exceptionnelle. Donc, que font ces individus en France? D'une part. De secondo, alors, les journalistes à la botte, là, et puis les dirigeants politiques couinent en disant « Oui, mais les pays ne veulent pas les reprendre. » Tu ne veux pas les reprendre, tu n'as plus de visa, tu n'as plus d'argent. Vous allez voir qu'ils vont les reprendre, vite fait. Ces pays, enfin, ils vivent pas sous globe. Ils ont des intérêts aussi. Vous savez, j'y vais dans ces pays. J'ai eu beaucoup d'étudiants qui venaient des pays francophones. Oui. Et je vais même vous raconter, ça je ne l'ai jamais raconté, mais comme ça s'éloigne un peu dans le temps, ça ne va pas créer, j'espère, d'éruption. Une fois, je suis à Alger. Je suis reçu par le directeur général de la sécurité nationale, DGSN. C'est la police nationale algérienne. Et ce monsieur, que j'avais déjà vu 1 ou 2 fois, parce que d'anciens étudiants créé l'Institut de criminologie à Alger, qui est un département en Algérie de la gendarmerie nationale algérienne. Bon, donc je suis là, et puis il y a un de mes copains, de mes étudiants, qui avait des fonctions au cabinet. Il me dit « Ah, le patron, il veut te voir, etc. » Donc je vais voir ce monsieur. Et il avait une carte sur son bureau. Enfin, une espèce de diagramme, plus exactement. Vous savez, comme les électrocardiogrammes avec des petites croisillons rouges et puis des courbes qui montent et qui descendent. Et il me montre ça, en me disant « Monsieur Hofer, vous savez ce que c'est que le diagramme en question ?» Alors je lui dis « Non, monsieur le directeur général. » Là, il me dit « Voilà, ça, c'est le nombre de vols à main armée qui sont commis dans la région d'Alger. » Alors vous voyez, des fois il y en a peu, des fois ça monte, des fois ça descend. C'est comme un électrocardiogramme, comme ça. Et il me dit « Vous savez ce que c'est la pointe là-haut ?» Alors je lui dis « Non. » Il me dit « C'est quand il y a des vacances scolaires en France. » Les lascars des cités, quand ils reviennent à Alger, au pays, au bled, comme ils disent, ben, ils font comme chez nous. Alors, puis après ça, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous les laissez faire?
Alors je lui ai dit, monsieur le directeur général, je suis un homme d'ordre, vous savez, donc si ça tenait qu'à moi, effectivement, on les laisserait peut-être moins faire que maintenant. Et je lui ai conseillé de ce qu'il m'avait dit, de dire à l'ambassadeur ou à un ministre français s'il le voulait. Voilà, ces histoires pour commencer par ça, de gamins mal élevés, qui tournent mal, qui deviennent des voleurs, qui deviennent des dealers, qui deviennent des bandits, etc., ça enquiquine, pour rester poli, tout le Maghreb et toute la Méditerranée. J'ai eu les mêmes réflexions à Dakar avec la gendarmerie nationale sénégalaise. Le jour où on les remet en ordre, où on les mate, où on dit ici, plus bouger, etc., on sera applaudi d'Alger à Dakar. Mais je vous le garantis, ça ne se déclenchera pas de scandale. Cette histoire-là empoisonne toutes les relations qu'on a avec les pays du Sahel et les pays du Maghreb. D'accord. Donc, alors, bien entendu, je vous dis ça à vous, et ce n'est pas vous qui êtes responsable de la manière dont les choses se passent, mais même au sommet, ça, ils ont peur. Et ils ont peur, ah là là, s'il y avait un nouveau Malik Oussekine. Ils ont peur de tout, d'ailleurs. Oui. Du coup, l'affaire Lola relance un débat sur la surcriminalité des étrangers. Pour vous, y a-t-il un lien entre l'immigration et cette criminalité et que penser de ce qu'on appelle l'apparition de la violence communautaire? C'est deux questions différentes. Ouais. D'abord, l'immigration et la criminalité. Réponse, oui, évidemment. Mais, alors voilà déjà la police de la pensée qui dit ça y est, on va coincer refaire, il a dit raciste, etc. Non, ça n'a rien à voir avec l'ethnie d'origine des gens en question. Vous avez eu des vagues de migration vers les États-Unis au moment où il y a eu la grande famine en Irlande. Des centaines de milliers, des millions d'Irlandais sont partis vers les États-Unis simplement parce qu'ils mouraient de faim. Merci l'Angleterre. Et donc, ils sont arrivés aux États-Unis. Ils ont déclenché, beaucoup arrivaient par New York, donc ils restaient dans la région. Ils ont déclenché un tel bazar à New York et une telle crise criminelle. À l'époque, on en ramassait tellement dans les rues qui étaient transpercées de coups de poignard, tués à coups de pistolet, ou ivres-morts, hein, c'est nos camarades irlandais, des fois ils aiment bien boire un coup. Donc, que ce qu'on appelle dans l'argot parisien, vous savez, le camion de police secours, on appelle ça le panier à salade en argot. Vous savez comment ça s'appelle à New York? Paddy Wagon, le fourgon des Irlandais. Hein, tellement, eh ben, les années ont passé, les choses se sont calmées, les enfants de ceux qui se conduisaient mal, pour dire les choses gentiment, on pensait qu'ils avaient peut-être une dette envers les États-Unis, et aujourd'hui, la moitié des flics de New York, à un certain moment, les 3/4, sont des Irlandais. Vous allez à One Police Plaza, là, dans le grand immeuble de la police de NYPD, New York Police Department, vous avez les non-irlandais sur les portes, c'est la grande majorité. Donc oui, une vague migratoire, au début, les gens ne savent pas quoi trop faire de leur vie, ils ne connaissent pas les règles locales. Même les Juifs, vous avez, quand il y a la grande migration, depuis la zone, l'Empire tsariste avait refoulé les Juifs du cœur de l'Empire tsariste et les avait repoussés vers les limites, aujourd'hui, l'Ukraine, etc. Donc, beaucoup ont immigré vers les États-Unis. Les premiers qui sont arrivés, ils ont aussi semé un bazar à New York, pas possible. À un moment donné, dans les familles de la mafia de New York, qui étaient des Italo-Américains, ceux qui s'occupaient des finances, hein, Meyer Lansky, etc., c'était des Juifs venus de la Russie ou de la Pologne. La deuxième génération après ça, ils étaient psychanalystes et avocats. Tout s'était arrangé. Donc, l'incapacité de la France à intégrer la migration originaire du Maghreb et du Sahel fait que parfois, c'est la 3e génération ou la 4e génération, et ils ne sont toujours pas intégrés. Voilà, c'est ça le problème. Autrement, ça serait terminé vers 1970 ou 80, on n'en entendrait plus parler. Mais là, aujourd'hui, ça perdure. Donc pour vous, voilà, c'est une constante que s'il y a une vague migratoire, ça va engendrer du chaos et de la violence. Mais si le pays sait réagir et assimiler, intégrer les immigrés, ça va s'estomper au fil des générations. C'est comme ça que ça doit se passer. D'accord. Il y a c'est pas simple ni évident d'arriver dans un pays dont vous connaissez rien, dont les règles sont différentes. En Afrique, par exemple, dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, c'est le village qui élève les enfants. Voilà. Pourquoi? Parce que le village, il y a 50 cases. Quand vous avez des HLM qui font des kilomètres sur des kilomètres de long avec des milliers, comment vous faites? Les enfants, ils sont plus ou moins paumés, ils sont plus tenus en main, et puis certains peuvent tourner mal. Voilà. Donc il y a aussi un autre facteur qui est mal
compris par les gens et qu'un criminologue doit expliquer. Quand il y a une migration économique, vous avez deux sortes de migration. Soit il y a une guerre, alors tout le monde fout le camp, quoi. Les femmes, les enfants, les grands-mères, on prend tout ce qu'on peut et puis on fiche le camp parce qu'il y a des bombes, il y a des trucs, etc. Puis il y a une autre migration qui est économique, c'est-à-dire là où on habite, là où on vit, il n'y a aucun moyen de survivre, alors on va envoyer des gens pour gagner de l'argent à l'étranger et ils pourront, après ça, envoyer de l'argent au village. Manifestement, ceux qu'on envoie pour cette migration économique sont des jeunes hommes. Parce que, parlant pas bien ou pas du tout la langue du pays, ils vont pas arriver et faire ingénieur ou docteur en pharmacie tout de suite, quoi. Comme disait, je vais citer Karl Marx à Livre Noir, ils n'ont à vendre que leur force de travail, quoi. Alors, dans ces conditions-là, on envoie des jeunes hommes vigoureux et la criminalité de voie publique, c'est-à-dire celle où on tire les sacs à main des vieilles dames, où on va braquer un truc, où on va cambrioler, etc. Qui fait ça? C'est pas des papis de 85 ans ou des grands-mères, c'est des jeunes hommes. Donc, quand dans une population migrante, du fait du tropisme économique et du fait de la surreprésentation des jeunes hommes, vous avez beaucoup de jeunes hommes, il y a naturellement, proportionnellement, beaucoup plus de crimes des rues que dans une population générale du pays où il y a, depuis le dernier bébé qui est né jusqu'au dernier vieillard qui va mourir, quoi. Donc là, il y a simplement la petite tranche du milieu qui est concernée. Donc vous voyez, il ne faut pas se tromper sur ces phénomènes-là. C'est vrai, mais ça s'explique. Ça s'explique signifie pas ça s'excuse, hein. Expliquer, ça veut dire qu'on peut vous dire pourquoi ça se passe comme ça. Sans dire les pauvres victimes de l'exclusion, du racisme, tout ça, c'est autre chose. Mais les phénomènes dont vous m'avez parlé à l'instant s'expliquent comme ça. Très bien. Et du coup, au sujet de l'augmentation de la violence criminelle en France, vous avez évoqué lors d'entretiens des zones hors de contrôle. Comment le gouvernement peut-il, selon vous, agir pour réguler ces zones et comment expliquer son laxisme sur le sujet? Je vais partir du haut pour vous expliquer ça. La France est une monarchie ratée. C'est-à-dire que ça a été une monarchie, on a coupé la tête du roi, etc. Bon, le destin a été celui-là de notre pays. Et après ça, quand même, il y avait toujours une forme de gouvernement qui était de type instinctivement pseudo ou paramonarchique. À savoir que la façon dont vit le président de la France, etc., c'est plus noble, plus pompeux, etc., que dans les pays alentours, quoi. C'est plus d'ordre pseudo-monarchique qu'autre chose. Et donc, ça fait des centaines d'années, peut-être un bon millénaire, que la haute fonction publique, ceux qui entourent le roi ou le président, etc., ils savent qu'il faut suivre les goûts et les inclinations du roi, parce que si on veut des jobs intéressants, si on veut avoir accès à des privilèges, à des prébendes, etc., il faut coller. Donc, les hauts fonctionnaires et les gens qui sont en contact avec M. Macron aujourd'hui, ils ont très vite compris que le régalien, Macron s'en fout comme de l'an 40. Macron, dans sa tête, ce qu'il a dans la tête se situe de manière à peu près équidistante entre Wall Street et la City de Londres. Voilà. Je ne parle pas à la légère. Les gens qui ont professé pendant longtemps ont eu des tas d'étudiants. Certains étudiants de mes anciens étudiants sont à proximité. Ils voient ce qui se passe. Des fois très près même. Hein. Voilà. Donc, il s'en fout. C'est pas son problème. Et il considère que les problèmes relevant du régalien, quand on lui parle de ça, c'est un petit peu néandertal, vous voyez. Pour lui, c'est dans le temps. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, c'est la fluidité, c'est ceci, c'est cela. C'est l'école de Chicago, c'est l'économie libérale, libertarienne. Il est là-dedans. Donc, les hauts fonctionnaires, ils ont fait retrait du percuteur, voilà. Et puis, c'est des sujets qui sont, oui, oh, les pauvres. Alors, de temps en temps, le pauvre Macron, il essayait de faire peuple. Il dit, ah, la bagnole, etc. Il n'y croit pas, c'est pas son truc, quoi. Lui, il est entre Wall Street et la City de Londres. C'est ça qui se passe. Et donc, tout en découle. Ce ne sont pas des sujets insurmontables, mais ce sont des sujets qu'il faut prendre à bras-le-corps, qu'il faut comprendre.
rien de ce que fait ni M. Macron, encore dans ce quinquennat d'avant, M. Hollande, pas plus, hein, n'est orienté vers les victimes. Les victimes, ils s'en foutent, comprenez ? C'est des petites gens, ils n'ont pas de lobby pour les défendre, voilà, donc pas d'intérêt. Hein. Voilà, donc là, par exemple, Lola, Darmanin, il s'en tape, quoi. Hein. C'est ça. Et encore pire, M. Dupond-Moretti ne s'en moque pas, mais la seule chose qui l'intéresse dans l'affaire, c'est dire, vous allez voir que ça va encore me retomber dessus. Hein. Vous voyez l'égoïsme monstrueux. Oui. Voilà, ces gens-là ne méritent pas les postes qu'ils ont. En plus, les criminologues, ils voient les bandits, ils les fréquentent. Je parle avec des loulous, des lascars, etc. Moi, j'ai vu des vrais mafieux, donc ils sont « Ah, c'est vrai, t'as vu des mafieux, etc. » Donc, je crains rien avec eux. Ils sont « Ah, ouais, etc. » J'ai aucun problème. Mais je vois comment ils réagissent. Le fait d'avoir un ministre de l'Intérieur qui, sur les statistiques et sur les chiffres, ment comme un arracheur de dents, et d'avoir un ministre de la Justice, ça ne s'est jamais vu, qui est inculpé, mis en examen et qui continue à être ministre de la Justice. Là, ils disent, mais ouais, tu vois ces mecs-là, et puis t'as vu, lui, moi je plonge, je vais en tôle, et puis lui, il reste en place, il a ses voitures de fonction, etc. Ils sont indignés. Et comment ils réagissent, les petits lascars en question? Qui défend? Qui protège et qui défend M. Darmanin et puis M. Dupond-Moretti, etc. Les flics et les gendarmes, vous vous étonnez après ça qu'ils leur jettent des cailloux dessus et puis qu'ils tirent des mortiers. Le fait de conserver des personnages comme ça aux affaires sans les avoir virés, ça fragilise la police et les forces de l'ordre et ça les met en danger. C'est un peu comme si ça devenait deux gangs rivaux. Oui, exactement. Et puis aussi deux poids, deux mesures, quoi. Oui, totalement. Donc, une fois, j'étais du côté de Suresnes où j'avais un rendez-vous et puis je vois les tours de la Défense. Puis je me dis, je vais y aller à pied, c'est pas mal, j'ai mon rendez-vous suivant là-bas. Je me paume, c'est des petites rues, c'est des espèces de villages, je suis complètement paumé, et à la fin, j'arrive à l'entrée d'une cité, où il y avait des choufs, les gamins qui surveillent, là, etc. Il y en a, ils sont illettrés, donc ils ont une mémoire visuelle extraordinaire, et le mec me dit, je t'ai vu à la télé, c'est toi le criminologue? Oui, c'est moi, donc je m'approche, on bavarde 5 minutes, et puis je lui dis, bon les gars, il faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous, je suis paumé, quelqu'un d'entre vous peut m'amener? Ouais. Et il y en a qui dit, viens, je t'amène et tout. Et puis on arrive à proximité de la Défense. Et en haut des grandes tours de la Défense, il y a les noms des propriétaires des tours. Il y a Total, il y a AXA, il y a ceci, il y a cela. Et puis, il y avait 15 ans comme ça. Hein. Et puis il me prend par la manche et il me dit, t'as vu, hein, nous, on est des petits bandits, mais les gros bandits, ils sont là-haut. Il ne faudrait pas garder ces gens-là au poste où ils sont parce que c'est un catalyseur Pour les bandits, le fait de regarder ces gens-là agir, c'est une hormone de croissance. D'accord. Selon vous, quelle politique structurelle de long terme faudrait-il mettre en place pour juguler justement cette violence endémique à certaines zones? Mais c'est simple. C'est enfantin, c'est à la portée de n'importe qui, c'est une affaire de décision politique. Que doivent faire les dirigeants, les gens qui nous dirigent? Ils doivent décider, ils doivent prendre des décisions. Et donc, ce que je vais vous dire, le jour où on décide de le faire, c'est fait. Vous allez voir à quel point c'est simple. La France dispose d'un code pénal. Le code pénal que nous avons à l'heure actuelle, vous savez qu'il est révisé de temps en temps parce que même quand on n'est pas criminologue, il est évident qu'entre 1900 et 2020, il y a moins de vols de bétail à Paris et plus de vols de téléphones portables. Quoi. Donc la société évolue, donc il faut faire évoluer les codes, le pénal, le civil, le code des familles, etc. Donc là, pour le code pénal, le dernier qu'on a été, sous la Ve République, révisé, début sous M. Bérégovoy, et puis après ça, sous M. Balladur, donc au confluent entre Mitterrand et puis Chirac, et puis après ça, Giscard, et puis Chirac, etc. Donc dans le milieu de la Ve République.
Le code a été révisé. C'est un code parfaitement raisonnable. Monsieur Bérégovoy n'était pas Himmler et Monsieur Balladur n'était pas Gengis Khan, quoi. C'est un truc parfaitement modéré et raisonnable. Appliquer ce code pénal sans engager un flic de plus, un gendarme de plus. Les magistrats, oui, parce qu'on a une justice vraiment clochardisée. Hein. Mais pour les autres fonctions du régalien, il suffit d'appliquer le code pénal. Vous allez voir 80% des problèmes disparaître. Oui. Je vais prendre un cas concret. Il y a un article dans le code pénal, j'ai plus c'est le 221 quelque chose, je crois, mais j'ai plus le numéro de l'article en question en tête, qui dispose que toute personne ayant la responsabilité d'un mineur, que ce soit parenté, que ce soit parent adoptif, que ce soit le tuteur, toutes les formes de contrôle et de responsabilité d'un mineur, qui, ayant la responsabilité d'un mineur, et le met, écoutez-moi bien, en danger physique ou moral, est passible de 2 ans de prison et de 200 000 euros d'amende. Cet article-là n'est jamais appliqué. Les gamins qui sont dans la rue et qui envoient des cailloux sur les voitures, ou qui brûlent des voitures et qui ont 15 ans. Mais à quel âge c'est la majorité? 18 ans. La première fois qu'on chope le gamin, on l'amène chez ses parents en disant « Monsieur », alors, comme je vous dis, ils sont souvent assez perdus avec leurs enfants, surtout ceux qui sont issus de l'immigration. Mais le premier qui prend simplement 50 000 euros d'amende, ok, c'est fini, tout le HLM, il arrête. Hein. Voilà, le drame est qu'on a des lois qu'on n'applique pas. Et chaque fois qu'il y a un drame par émotion, on vote de nouvelles lois qu'on n'applique pas plus que les précédentes. Résultat, vous avez une espèce de cathédrale de paplard, là, de papier entassé jusqu'au ciel, et puis dessous, il ne se passe rien. La drogue, dans les journaux, là, dans Libération et dans Le Monde, qui sont les pires, on lit « Oui, mais la France est le pays le plus répressif en matière de drogue, et vous voyez, ça ne marche pas. » Répressif, la France, il y a eu le Conseil de l'Europe qui a fait un tableau avec tous les pays et les peines réelles dont on héritait quand on avait été pris et qu'on avait été jugé et condamné pour avoir vendu 1 kilo d'héroïne, machin, toutes les formes de drogue. La France, en termes de laxisme, est pire que les Pays-Bas. Oui. On a des lois, on ne les applique pas. Les types, ils ont devant le juge, hop, dehors, un petit bracelet, si ça ne vous dérange pas, autrement, ben, on va s'en passer. Vous voyez, tout ça est fictif. Donc, si on a un code pénal modéré, tel qu'il existe maintenant depuis 20 ans, au début, il y a des aspérités, il faut le rôder, etc. Maintenant, il est rodé, on l'applique. Vous avez les statistiques criminelles pour la criminalité des rues qui baissent sur le champ de 50%. Il y a 3 formes de criminalité dans le monde d'aujourd'hui. Il y a les infractions qui sont commises sur la voie publique. Il y a les infractions à caractère économique et financier, ce qu'on appelle la criminalité en col blanc. Et maintenant, c'est grave aussi, les atteintes à l'environnement. Voilà, donc ça, c'est les 3 formes de masse, quoi, hein, oui. de criminalité, d'infraction, de masse. Et donc là, évidemment, ce que je vous dis ne concerne ni la criminalité en col blanc, ni les atteintes à l'environnement, où là, les méthodes classiques fonctionnent plutôt bien quand il y a des infractions graves qui sont commises. C'est la criminalité de voie publique, celle qui affecte le plus la vie des gens. Tout à fait. Le pédopsychiatre Maurice Berger, dans un ouvrage intitulé « Sur la violence gratuite en France », dressait le sombre constat de la recrudescence d'actes de violence barbares chez des individus de plus en plus jeunes. Comment expliquer cette augmentation des violences chez les jeunes ? A-t-elle un lien avec le mode de fonctionnement des familles claniques dont parle Maurice Berger ? Tout enfant, tout adolescent essaye d'atteindre ses limites. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut se mettre en travers et dire non, ça non, alors là, ça ne va pas du tout. Voilà. Bon. Et quand on a affaire à des jeunes qui n'ont pas été dans un contexte où les limites sont atteintes, d'une part dans un cadre familial, et deuxièmement parce que dans les endroits où ils vivent, dans les fameuses zones hors contrôle, il n'y a personne pour les rappeler à l'ordre.
alors ils continuent à avancer. Vous savez, la criminalité, quand on l'observe, nous les criminologues, c'est tout simple. Oui. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Quand on les arrête pas, eh ben, ils continuent. C'est l'espèce humaine qui est comme ça. Vous avez un gamin, sauf le respect, vous le laissez faire caca sur le tapis du salon. Vous le laissez faire jusqu'à ce qu'il ait 10 ans. Après ça, brutalement, vous lui dites il faut pas, il va se rebeller, ouais, j'ai toujours fait comme ça, où est le problème, etc. Donc voilà, l'espèce humaine, quand c'est acquis, quoi. Oui. Alors le gamin, lui se faire n'importe quoi, surtout dans des sociétés, quand on est issu de sociétés où les petits garçons sont rois et les filles sont, dès l'enfance, dressées à être un peu en soutien, à l'aide, etc. Et puis pas vraiment dans l'autonomie de leur... Donc les gamins, c'est des petits rois, quoi. Alors après ça, ils descendent dans la rue et puis on s'aperçoit qu'ils n'ont plus le droit de faire comme ils faisaient dans leur petite cité ou dans le coin où ils habitent. Alors bien entendu, ils se rebellent. À leur place, on ferait pareil. Quand vous allez dans des zones hors contrôle, des fois, j'ai pu y aller. Pourquoi? Parce que, je vais encore vous dire un truc, là aussi ça fait longtemps, au sommet de la chaîne alimentaire criminelle dans le 9-3, c'est ni des Maghrébins, ni des Sahéliens, c'est-à-dire des gens qui viennent de nos anciennes colonies du Maghreb ou de l'Afrique sahélienne. Ceux qui sont vraiment les cadors, les boss, les caïds, c'est des gitans. D'accord. Ils font peur à tout le monde. Ils peuvent, puis ils fonctionnent alors là, en clan extrêmement serré et tout. Il y en a un ou deux qui défraient la chronique, les Hornec, etc. Mais il y en a d'autres aussi qui sont moins connus parce qu'ils ont su faire le silence autour d'eux. Il se trouve que là-dedans, j'en connais. Et donc, avec eux, ce que j'aurais jamais pu faire tout seul, ils m'ont amené me promener dans des cités comme ça. Et quand les choufs, quand les types qui étaient à la porte des cités voyaient un monsieur caucasien, comme on dit, avec des cheveux blancs, ils commençaient à me regarder, ils voyaient avec qui j'étais, ils regardaient le bout de leur basket, là, parce qu'ils savaient que danger, quoi, avec les gens avec qui j'étais. Donc, je me baladais. Ce sont des enfants, ce sont des quartiers dans lesquels les enfants ont sans doute statistiquement vu dans les 18 années de leur vie plus de soucoupes volantes que de cars de police. Ils sont complètement à l'abri de ça. Là où j'étais, c'est dans un coin du 9-3 où il y a une cité qui s'appelle les Bosquets. Je vous déconseille d'aller y traîner toute seule. Bon, j'ai été au Bosquet, il y avait des mecs en train de désosser des voitures volées en pleine rue. Il y en a d'autres qui étaient au pied des murs en train de faire des espèces de marchés aux voleurs. Alors, les policiers, ils viennent pour des opérations coup de poing, ils viennent à 200, ils reviennent, ils partent 1 heure après, c'est exactement comme 1 heure avant, etc. C'est ça, donc ça, c'est des zones hors contrôle. Et la jeunesse des cités hors contrôle, quand il a commencé à y avoir le Covid, alors rien que pour montrer que c'était chez eux et pas chez les autres, ils ont commencé à faire des barbecues au pied des tours, etc. Et là, c'est les mamans qui sont venus les chercher en disant « Mais enfin, t'es pas fou, ta sœur, elle est enceinte, t'as envie qu'elle meure avec cette espèce de virus nouveau qui arrive, tu vas me faire le plaisir de rentrer. » Et c'est les maires qui ont imposé le retour à l'ordre un petit peu, et puis de pas traîner dans la rue, mais les policiers n'y ont été pour rien du tout. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, ça devrait pas être supportable. Il ne s'agit pas d'être méchant avec qui que ce soit, il s'agit simplement que les territoires perdus de la République, alors on pleure là-dessus, on nous casse les pieds avec ça depuis 20 ans, eh bien, ils sont toujours là, quoi. Et c'est toujours les mêmes depuis Mitterrand. La dernière fois qu'il y a eu les Minguettes, vous savez, en 1981, la marche des beurs, Mitterrand, tout ça, il y a encore eu une émeute et des flics qui sont fait caillasser aux Minguettes la semaine dernière. C'était en 1981, ça faisait 41 ans que ça dure. Pourquoi ça dure depuis 41 ans ? Pourquoi il y a des problèmes sociaux qui se posent dans les règles en 3 ans et celui-là, ça fait 40 ans qu'on se plante? Et pourquoi vous pensez du coup qu'une certaine partie des médias, enfin une grande partie des médias va insister beaucoup plus sur l'aspect victimisation, victimaire, justement de ces personnes-là, au lieu de réagir comme vous le faites en pointant les véritables problèmes? Alors ce sont des lâches. Et ils ont été 2-3 fois dans les cités en question, ils se sont fait menacer, donc qu'est-ce que tu fais là, etc. Et puis ils ont eu la trouille. Alors maintenant, ils n'osent plus. Et vous savez pourquoi? Parce que personne au monde n'est plus seul qu'un journaliste. Pendant 10 ans, j'ai été chargé des problèmes
criminalité et de terrorisme dans un grand hebdomadaire français, hein, l'Express, pour ne pas le nommer. Et j'ai vu à quel point les garçons et les filles qui travaillaient là-dedans, ils étaient seuls. Ils sont en concurrence les uns avec les autres. Les rédacteurs en chef sont là pour les faire marcher à la baguette en disant, publiant les articles des uns, en publiant pas, donc semer la chicaille, etc. Une rédaction, alors en plus doucereux, en plus feutré, c'est la cage aux fauves quand même. Hein. Voilà. Donc, ces gens-là, si jamais ils prennent une position courageuse, si jamais ils sont menacés ou attaqués, qui va venir les défendre? Mais personne. Leurs confrères secrètement seront heureux de voir qu'ici, qu'il y a plus de place, etc. En plus de ça, c'est une des professions à l'heure actuelle les plus ubérisées, vous savez. On les fait venir, on leur donne des os à ronger, on les vire quand c'est fini, ils n'ont pas de statut permanent et tout. Mais j'ai vu comment ça se passait quand j'étais dans cet hebdomadaire. Une fois, j'ai publié un article où je révélais, c'était une vraie révélation, les trafics d'héroïne énormes de certains groupes kurdes qui se prétendaient victimes de l'oppression turque, etc., que c'est des gros trafiquants. 2 jours après la sortie de l'Express, j'avais 60 bonnes femmes hystériques du truc en question dans le hall de l'Express qui hurlaient « agent du fascisme turc », machin, etc. Alors, moi, comme je vous dis, je sais me défendre, hein, donc j'ai fait en sorte qu'elles ne reviennent plus jamais, mais les directeurs de la rédaction, une fois, il me dit hey, « il y a des mecs qui t'attendent en bas, ils sont bizarres ». J'aurais dit c'est des défenseurs de la liberté de la presse. Ceux que je connaissais ont été voir les Kurdes en question, ils ont dit attention. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais eux, ils ont pas ça. Pour la plupart d'entre eux, donc ils sont lâches. Voilà. Ils savent qu'il faut être gentil avec les gens du pouvoir parce que, attendez, vous êtes journaliste, vous vous occupez d'affaires de terrorisme, c'est vous qui allez interviewer le chef de l'État islamique. À 100 km de l'endroit où il est, vous êtes déjà égorgé, etc. Donc, ils dépendent de la pâtée que leur donne M. Cazeneuve ou M. Darmanin, etc. Donc, ils sont gentils avec eux. C'est de la lâcheté. Et puis, vous dites du mal du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur dit, lui, il ne faut plus lui donner d'informations. Après ça, votre directeur de la rédaction vous convoque et dit, vous n'avez plus d'informations, au revoir. Donc, c'est un système qui encourage la passivité et la trouille chez les gens. Pour revenir au sujet de la délinquance juvénile, est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer l'âge de la majorité pénale? Ça ne sert à rien de changer tout le temps. Commençons, je l'ai dit tout à l'heure, par appliquer les choses telles qu'elles sont. C'est un peu facile de créer des choses avec la bouche, de ne pas faire en sorte qu'elles descendent jusqu'au sol, jusqu'à la terre ferme, et après ça dire « Ah ben ça n'a pas marché, alors on va tout changer, etc. » Non, évidemment, je ne suis pas stupide. J'ai compris que ce qu'était un enfant de 15 ans ou de 13 ans en 1945 et ce que c'est un lascar de 13 ans dans les cités du 9-3 aujourd'hui n'a plus rien à voir. Cependant, commençons par appliquer les choses telles qu'elles sont. Arrêtons la superproduction. Quand vous êtes dans ma situation, vous faites un certain nombre de choses. Vous en donnez des cours, vous écrivez des livres et vous dirigez des collections de livres. Je dirige une collection de livres. Dans la collection de livres académiques que je dirige, il y a un garçon qui s'est fait une spécialité d'essayer de comprendre l'empilage absolument hallucinant, par exemple, de tout ce qui est fait sur le terrorisme en termes législatifs. Chaque fois qu'il y a une bombe qui pète, hop, ils remettent une couche, etc. À la fin, un cochon n'y retrouverait pas ses petits, quoi. Et c'est pareil maintenant, le prochain livre qu'il prépare, dans le genre « Essayons d'y voir clair, respirez un grand coup, restons calmes ». Alors voilà, maintenant il y avait le terrorisme, maintenant il y a le cyber en plus. Au secours, tout est mélangé. Et lui, il essaye de démêler les chevaux, quoi. Et plus ça va, plus c'est compliqué, parce que plus ça va, plus il y en a. Donc arrêtons la superposition des lois, la surproduction législative, et appliquons les choses telles qu'elles sont. Appliquer les choses telles qu'elles sont. Vous savez, les lois françaises, les codes français, si on les applique au pied de la lettre, vous n'avez même plus le droit de respirer. Il y a déjà un écheveau tellement serré dans lequel, en théorie, on est enserré, mais ça ne va pas jusqu'à ce qu'on s'en serve vraiment, comme je vous l'ai dit, sur la responsabilité pour les mineurs. Vous avez vu, 2 ans de prison, le premier qui chope même 6 mois, ok, son gamin, il reste chez lui par la suite, hein.
Mais il faut le faire, ça sert à rien de... Voilà. Les Chinois, je crois, me souvenir que c'est un proverbe chinois, ont un très joli proverbe qui dit « le mot chien ne mord pas ». Voilà, donc il faut que le chien morde de temps en temps pour que... Ouais. Et Audiard aussi, j'ai déjà cité Audiard aussi, il disait « la justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si elle ne se manifeste pas de temps en temps, le doute s'installe. » Voilà, ben ça c'est pareil, hein. C'est la justice, c'est comme ça. Si il vous arrive rien, jamais sous aucun prétexte, vous dites pourquoi je m'emmerde, je continue. Hein, les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Et quand ils ne s'arrêtent pas, on continue. À l'heure actuelle, on les arrête une fois sur 100, et une fois sur 100, ils sont sortis du tribunal ou du commissariat plus vite que le flic qui est en train de taper son rapport derrière dans une pièce mal aérée. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Oui, commençons par appliquer et puis adoptons la méthode de la subsidiarité, c'est-à-dire on utilise le système, on le fait marcher, et puis si là-dedans il y a un truc qui ne marche pas, ben on le change. Mais cessons de refaire le monde toutes les 5 minutes et de la surproduction judiciaire. Je suis contre. J'ai eu beaucoup d'étudiants qui sont devenus magistrats. La procédure pénale, à l'heure actuelle, elle est tellement encombrante et tellement énorme que pendant que vous avez un individu en face de vous pendant les heures, on ne peut pas garder des gens, on n'est pas en Corée du Nord, hein, on ne peut pas garder les gens 6 mois. Alors, il y a 24 heures, 48 heures, dans les pires des cas, 96 heures. Vous prenez tellement de temps pendant la période en question pour faire de la procédure qu'il est pratiquement impossible d'obtenir des aveux. De lui dire, alors, c'est vraiment toi que tu avais ça. Avant, on lui demande s'il n'a pas par hasard soumis à des attaques d'asthme, s'il n'a pas ceci, si sa grand-mère n'a pas été violée au village 50 ans auparavant. Des conneries. Donc, à la fin, il y a les choses sérieuses ne peuvent plus se faire. C'est ça. Donc, ramener la procédure à l'essentiel. Par exemple, respecter au pied de la lettre tout ce qui touche à la santé physique et mentale des gens. Si un individu, on va aller très vite, est fou, ça ne sert à rien parce qu'à la fin, la justice dira non, donc on ne perd pas son temps, on va à l'hôpital psychiatrique. Même chose pour les gens qui sont malades. Quelqu'un qui est malade est capable de dire des choses simplement pour arrêter de souffrir n'importe quoi, donc il n'est plus en état de subir une garde à vue, un interrogatoire, etc. Mais en dehors de ça, gardons les choses à l'essentiel. Il faudrait simplifier les procédures. Alléger. Je veux dire, chaque fois, il y a les dispositifs, maintenant, les logiciels, chaque fois, il y a des pages de plus et des pages de plus. Puis alors, en plus, c'est bien parce que, naturellement, si tout n'est pas rempli, le truc bloque. Oui. Ah non, mais vous ne pouvez pas passer à la page suivante. C'est l'Union européenne aussi qui fait des systèmes comme ça. C'est horrible. Vous avez étudié la mondialisation du crime. Quelle est la principale menace liée à ce phénomène ? Ça varie naturellement au cours du temps. C'est-à-dire que il y a 10 ans, il y a 20 ans, là, brutalement, il y a une menace nouvelle et très grave pour l'Europe. Et bien entendu, les médias n'en parlent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop occupés à compter de manière fictive les canons de M. Zelensky et les drones de M. Poutine. Donc ça, c'est les hommes nubiles. Ils sont passés entièrement sous l'espèce d'empreinte morale de l'OTAN qui fait qu'il n'y a plus que les trucs en kaki qui les intéressent. Le reste, ils ne font pas attention. Mais... vous savez ce qu'on dit des impôts, les contributions directes, c'est pas parce que vous vous intéressez pas à eux qu'ils cessent de s'intéresser à vous, quoi. Donc pendant ce temps-là, les bandits travaillent. Alors le problème à l'heure actuelle, le plus énorme pour l'Europe tient à l'existence de tout temps. C'est une chaîne de montagnes, on peut pas dire qu'on la découvre. Entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale, à l'énorme chaîne montagneuse des Carpates. Les Carpates, depuis l'Empire romain, sont une zone absolument hors contrôle. Pire que dans le 9-3, c'est dire. C'est énorme. Les Carpates, ça fait 200 000 km². C'est une énorme chaîne de montagnes, plus grande que les Alpes, enfin plus vaste. Les montagnes sont un peu moins hautes que dans les Alpes, mais ça va de la Pologne jusqu'à la Serbie, ou à toute l'Europe. Là-dedans, depuis toute éternité, il y a des bandits.
L'Empire ottoman les avait repoussés vers là-haut, l'Empire austro-hongrois, le Saint-Empire romain germanique, depuis l'Empire romain, pouf, allez voir là-haut aussi, on y est. Donc ils sont restés dans des vallées, c'est des endroits assez sauvages, c'est totalement désolé, montagneux, perdu. C'est dans cette zone des Carpates qu'il y a 80% des grands fauves et des grands mammifères d'Europe, les loups, les ours, les lynx, etc. Il y a des endroits qui sont pratiquement inexplorés, vous voyez. Et là-dedans, il y a une culture de l'illégalisme, il y a des clans nomades, il y a des gens qui ont été repoussés là-haut parce qu'ils avaient commis des crimes, ceux qui, pendant l'Union soviétique, voulaient échapper au goulag, etc. Et là-haut, ça a toujours été une énorme zone de trafic. On y fabrique une grande partie des cigarettes contrefaites, des fausses Marlboro, etc., qui sont vendues à Barbès, là-haut. Là, prenez le métro, dans 20 minutes, vous en achetez une cartouche. Des drogues synthétiques aussi, les amphétamines, l'ecstasy, beaucoup fabriquées là-haut. Et jusqu'alors, la zone en question avait un débouché sur la mer Noire avec le port d'Odessa, qui a toujours été un port un peu rock'n'roll du style Palerme, machin, etc. C'était assez voyou quand même, hein, historiquement, même depuis l'Empire tsariste. Et là, maintenant, c'est plus possible. Autour d'Odessa, par la mer, il y a la flotte russe, et de l'autre côté, il y a l'armée ukrainienne qui bloque le truc pour éviter que les Russes ne les occupent. En conséquence de quoi, ça ne peut plus être un débouché pour les affaires criminelles et le blanchiment d'argent. Donc, depuis maintenant quelques mois, ça descend pour l'Europe de l'Est par la Roumanie et ça descend vers chez nous par la Pologne et la République tchèque. Et ça, c'est une quantité criminelle, une capacité criminelle énorme. Trafic d'armes avec les réfugiés, trafic d'êtres humains, ils chopent des femmes là pour les prostituer, ils font des trafics d'enfants, des trafics d'organes aussi quand ils les tuent. Et tout ça est documenté, hein. Il y a eu des rapports qui ont été faits. Les Anglais, enfin les Britanniques sont très engagés avec Zelensky, mais malgré tout, ils ont reconnu que dans la zone en question, il y avait des pertes en ligne pour les armes qui étaient livrées, etc. Tout ça est documenté et reconnu. Et c'est grave. C'est exactement... Alors, pourquoi ? Parce que les militaires de l'OTAN, vous comprenez, c'est des militaires jugulaires, donc il y a les canons, les tanks, les tranchées, puis le reste, on ne veut pas savoir. Et donc, les bandits, tout ça, c'est pas noble, donc on s'en occupe pas. C'est les mêmes qui ont... Contrairement à ce qu'on avait dit à l'époque, on laissait filer la mafia albanaise en dehors d'Albanie pendant les guerres contre Milosevic, ce qui fait que maintenant on les a récupérés chez nous. Vous savez qu'une grande partie du trafic d'héroïne en France, hein, Savoie, Haute-Savoie, jusqu'à Lyon, c'est la mafia albanaise. Merci l'OTAN de 1990. Et là, maintenant, ils sont en train de nous faire le même coup avec ce qui se passe dans les Balkans. Sauf que, pardon, dans les Carpates. Sauf que l'Albanie, c'est tout petit. C'est 2 fois le département de la Gironde. Hein. Le Kosovo, c'est encore plus petit. Mais la zone des Carpates, c'est 210 000 km². C'est énorme. Et trouver des gens là-dedans, surtout avec, sur place, la police corrompue, les fonctionnaires qui regardent dans l'autre coin, ce qui se passe quand vous avez une domination criminelle importante, quoi. Voilà. Donc, c'est difficile. J'ai retrouvé des documents publié dans la presse ukrainienne, hein, c'est pas de la campagne anti-ukrainienne du tout, où un commissaire de police de l'Union soviétique qui raconte ses souvenirs de ce qui se passait en matière criminelle du temps de l'Union soviétique. Et puis lui, il était soviétique, mais il devait être d'origine ukrainienne, parce qu'à la fin de l'Union, il vient s'établir à Kiev, quoi. Et donc il raconte dans des sites Internet... vous savez, du type Anticorps, etc., sur la corruption, il dit comment ça se passait, et il dit déjà que dès la zone de Transcarpathie et de Carpathie, dès le temps de l'Union soviétique, c'était la zone la plus criminelle de toute l'Union soviétique. Vous voyez, l'Union soviétique, ça va jusqu'à l'océan Pacifique, ça va à l'époque jusqu'aux pays baltes, hein, 12 fuseaux horaires et tout, bah, c'était ce coin-là qui était le plus terrible. À l'heure actuelle, les médias, là, les nôtres, hein, font comme si ça n'existait pas. Ben, là aussi, on se prépare à des surprises. Et donc, on risque d'avoir des retombées en France. Ben voilà, et partout en Europe. Déjà en Allemagne, déjà en République tchèque, là, ça y est, parce que c'est juste au pied des montagnes en question. Mais rassurez-vous, si on ne les arrête pas, ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Hein. Principe de la criminologie. Dans votre livre « À qui profite le djihad », vous expliquez un théorème, vous exposez un théorème
une organisation terroriste sans soutien institutionnel et logistique ne survit pas. Vous estimez Au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Estimez-vous que les attentats du 13 novembre 2015 étaient soutenus par la Syrie et l'Irak? Non. En tout cas, pas par la Syrie et l'Irak. J'explique dans le livre en question 2 choses. La première, c'est ce que vous dites, au Moyen-Orient, c'est-à-dire dans la zone qui va de la Syrie, de l'Iran jusqu'au Soudan, en passant par la Turquie, la Syrie, etc., toute la zone en question. La guerre est un phénomène culturel. La guerre ne se fait pas pareil chez les Papous et chez les Belges, de la même façon, ou chez les Français, et puis chez les indigènes du fin fond de l'Afrique. Ce sont 2 phénomènes culturels à chaque fois différents. Et la façon dont on fait la guerre au Moyen-Orient consiste à kidnapper, à capturer des entités armées et à les retourner contre votre ennemi à vous. C'est-à-dire, vous êtes le chef d'un pays du Moyen-Orient, il y a une organisation palestinienne, vous vous arrangez pour faire une scission là-dedans, et le groupe scissionniste, vous l'utilisez pour aller poser des bombes chez votre ennemi. Dans ta vue, voilà, si tu continues à m'enquiquiner, il va y avoir d'autres bombes, etc. C'est ça. Ils font tout ça. C'est la stratégie indirecte, ça s'appelle. Hein. Et donc, la stratégie indirecte fait que quand apparaît dans la zone en question un groupe qui a des velléités de passage à la lutte armée, on peut dire guérilla, on peut dire terroriste, tout ce qu'on veut, généralement, soit il disparaît dans les 6 mois, soit il est récupéré par un des pays en question. Il n'y a pas un exemple depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui contredise ce que je viens de vous dire là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point de ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, s'agissant des affaires du Moyen-Orient, le gouvernement français, et notamment M. Fabius, ont pris des risques absolument énormes, ne sachant pas à qui ils avaient affaire. À un moment donné, il y a eu une espèce de révolution orange, vous savez, provoquée en sous-main par l'Internet, par les réseaux sociaux, etc., qui a démarré en Syrie, qui était un truc un peu factice. Et là-dedans, il y a des groupes djihadistes qui sont précipités pour soutenir ça parce qu'on leur donnait des armes et tout. Et un des groupes en question était la filiale syrienne d'Al-Qaïda, et qui portait le nom de Jabhat al-Nusra. Bon, à un moment donné, M. Fabius, il dit les gens de Jabhat al-Nusra, ils font du bon boulot. Les gens du pouvoir sur lequel le Jabhat al-Nusra en question exerce ses talents, si j'ose dire, ils ont la télé, ils entendent, ils ont des ambassades, voilà. Alors, à partir de ce moment-là, vous savez, ce sont des pays où il y a des tas de choses qui se passent. Hein. Il suffit des fois de ne pas bloquer la route, de laisser passer pour que les choses passent. Hein. Et à la fin, on peut se poser la question. Et je n'ai pas accusé formellement, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les empreintes digitales et je n'ai pas les bons de commande. Mais je dis, attention, regardons si par hasard, pourquoi il faut regarder ça? Parce que tout attentat terroriste dont on ne comprend pas l'origine, il peut se reproduire. Hein? C'est comme la médecine. Comment est-ce qu'il a attrapé cette maladie-là? Ah ben voilà, alors à l'avenir, vous allez lui donner ça, comme ça, il ne l'attrapera pas une deuxième fois. Donc, les gens... dans les pays qui étaient victimes des attentats de Jabhat al-Nusra, notamment la Syrie, à leur place, voilà, je dis dans le livre en question que le soir des attentats du 13 novembre, le président de la Syrie, Bachar al-Assad, était interviewé par la télévision. Alors, à la question, vous avez vu ce qui s'est passé en France? On dira, ah là là, nos amis français, quel acte horrible. Mais vous savez, pendant un moment, ils encourageaient les terroristes à venir chez nous. Alors là, peut-être que maintenant, ils comprendront que ce n'était pas une bonne idée, parce que ce qu'était le terrorisme, ils viennent de l'éprouver. Vous voyez, il est très possible que cet acte-là soit une leçon de choses, dans le style « recommencez pas », parce que vous voyez, des fois, alors dans le temps... au début du cinéma, c'était un gag. Il y avait le jardinier, il marchait sur les dents du râteau, il prenait... Là, on a pris le manche du râteau en pleine figure, quand même, hein.
Pourquoi? Parce que quand on joue avec le terrorisme au Moyen-Orient, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. C'est ça la leçon de choses. Et la leçon de choses que j'ai donnée, c'est celle-là. Mais j'ai accusé personne. J'ai dit, attention, regardez ça, quoi. Et d'ailleurs, je connais des gens en Syrie, j'ai pas reçu un coup de téléphone, t'es quand même salaud. Ils ont compris ce que je voulais dire. Et là-dedans, le seul dont je trouve le comportement difficilement explicable, c'est M. Fabius, parce qu'on ne dit pas des choses comme ça dans les médias, quoi. Ça peut être mal reçu quelque part ailleurs dans le monde. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'en France, on prend la mesure justement de cette stratégie indirecte et des liens et des soutiens qu'il peut avoir entre le terrorisme et des pays étrangers? On le fait, mais à l'échelle officielle, c'est trop lent. On vit dans un monde où tout va vite. Et donc, il faut comprendre les choses le plus précocement possible. Là aussi, ce que je dis tombe sous le sens. Si vous avez une petite fille ou un petit garçon et vous attendez qu'elle ait 40 et 2/10 de fièvre, il faudrait peut-être que j'aille voir le médecin. Il faut le faire au début pour bloquer le truc. Voilà, ben là, c'est pareil. Et donc, la France, France officielle, la France du pouvoir, des fois, elle réfléchit trop lentement. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, le bazar mondial, le chaos, le désordre mondial, vous savez, il y a 2 périodes dans l'histoire du monde en alternance. Soit il y a un ordre mondial, soit il n'y en a pas. Quand l'ordre mondial disparaît, il a disparu avec la chute du mur de Berlin, au moment où l'équilibre entre les 2 blocs s'est aboli. Quand l'ordre mondial disparaît, tout de suite, il y a un symptôme clair qui apparaît immédiatement. La petite supporte pas les fraises, elle mange des fraises, elle a des boutons le lendemain. C'est aussi clair qu'elle a de l'urticaire le lendemain. Voilà. Bon, quand l'ordre mondial disparaît, la piraterie maritime revient, toujours. À la fin de l'Empire romain, piraterie maritime en Méditerranée. Quand les musulmans ont cessé de régner sur les 2 rives de la Méditerranée, qu'ils ont perdu l'Espagne et l'Andalousie, retour de la piraterie, vous savez, les pirates barbaresques, etc. Toujours. Dans la zone des Caraïbes, plus de pouvoir, à un moment donné, l'Angleterre est trop occupée en Europe, les Espagnols se fatiguent, hop, la piraterie apparaît. C'est simple, ça, c'est immédiat. Et à un moment donné, le désordre mondial s'installant à partir des années 90, la piraterie revient dans la mer Rouge, dans la Corne de l'Afrique. Alors, en France, on a commencé à dire, oui, il y a des pirates, etc. Et puis un jour, 10 ans après, un organisme officiel de haut niveau de la défense a convoqué une grande conférence sur la piraterie. C'était fini. C'était plutôt qu'il fallait le faire. Donc, des fois, le fait que, comme je vous l'ai dit au début de cet entretien, l'appareil d'État français est très vieux, alors il est un peu lent parfois, et donc des fois, il se réveille après la bataille, quoi. C'est ça le reproche qu'on peut lui faire. Par exemple, ce serait tout de suite qu'il faudrait prendre au sérieux cette histoire de banditisme énorme dans la zone des Carpates. Eh ben non. Alors la dernière fois, avec Milosevic, quand on leur disait attention à la mafia albanaise, on voyait des gens qui disaient oui, mais vous dites ça parce que vous êtes sympathisant avec la Serbie. Pas du tout, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais mon boulot, je dis attention, si je vous dis que vous avez la peste, c'est pas parce que je vous déteste, évidemment, parce que l'idée, c'est que vous vous en tiriez le plus vite possible. Alors là, aujourd'hui, comme on dit attention les Carpates, j'attends tranquillement qu'ils me disent que je suis un agent de Poutine. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais non, c'est une menace criminelle en soi. Et il serait aussi idiot de considérer que c'est tout à fait de la faute des uns que tout à fait la faute des autres. C'est dans une zone où tout le monde fricote. Vous savez, pendant la guerre des Balkans, il y avait des ennemis prétendument irréconciliables. D'un côté, il y avait les milices serbes, et de l'autre côté, il y avait la mafia albanaise. Ils étaient censés être à la gorge les uns des autres au Kosovo, s'entretuer. Ils magouillaient ensemble pour le trafic d'essence à travers le Danube. Quand il y avait de l'embargo en Serbie, ils magouillaient pour rompre l'embargo pour importer à grand prix de l'essence en Serbie. À l'heure actuelle, dans la zone Ukraine-Russie, je suis sûr que c'est pareil. Que les différentes milices qui sont Zelensky jusqu'à la mort, Poutine jusqu'à la fin, en douce, sont en train de se partager le pognon sur des trafics et sur des trucs. Évidemment, les bandits sont toujours comme ça. Ils sont en vertu des grands principes et en vertu des grands sentiments, vous voyez. Alors, merci beaucoup. Pour terminer cet entretien, je vais vous poser quelques questions que nos abonnés nous ont envoyées sur notre canal Telegram. Alors, première question...
Pourquoi, selon vous, y a-t-il une recrudescence de violences, et notamment des violences à caractère sexuel, dans Paris intramuros? J'ai aucun moyen de savoir s'il y a une recrudescence des phénomènes ou si on parle plus qu'avant de phénomènes qui sont restés au même niveau, mais sur lesquels on est plus bavard. Je ne sais pas si ce sont les bandits qui se sont libérés et qui agressent plus souvent les femmes, ou si la parole des femmes s'est libérée de façon à ce qu'elles réagissent plus qu'avant. Je vais vous dire, en tant que prof, moi, ma position, elle est claire. Il est odieux d'essayer de s'attirer les faveurs libidinales ou autres de gens sur lesquels vous avez autorité. Mmh. Parce qu'à la fin, on ne sait jamais si c'est de la séduction ou alors si tu veux ta licence, tu as intérêt à passer par là où je veux que tu passes. Hein. Ça, c'est odieux, c'est insupportable. Donc, bien entendu, il ne faut jamais faire ce genre de choses. Mais le fait de parler de ces phénomènes-là, qui sont de tout temps, c'est plus ou moins facile selon les époques. Si vous allez au commissariat pour vous faire entendre dire c'est bien fait, t'avais qu'à pas le provoquer, vous savez, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, je crois qu'il y a des périodes où la parole s'enterre et puis la parole se libère, mais tout ça, naturellement, rend compliqué la récolte des statistiques et leur exploitation. Donc, nous, je pense que il ne faut pas non plus avoir l'épiderme trop fragile. Le fait de se faire siffler dans la rue ou de se faire dire qu'on a un joli derrière, bon, voilà. Si c'est pas plus que ça, on hausse les épaules et puis basta, quoi. Mais alors, de là aux crises d'hystérie, il m'a regardé de travers, etc. Maintenant, ceux qui ont été les premiers à sombrer dans cette folie-là, c'est les États-Unis. J'ai un ami qui est banquier, qui est un banquier extrêmement inventif, payé à prix d'or pour faire des trucs un peu compliqués dans le domaine de la finance. Et il travaille à un moment donné à San Francisco, à la Bank of America, qui a une tour en forme qui s'appelle l'Écharde, qui est une espèce de tour hyper pointue qu'on voit de tout San Francisco. Et puis, il y a naturellement des ascenseurs énormes là-dedans. Une fois, il est dans l'ascenseur et entre une femme dans l'ascenseur. Elle sort 5 étages, elle monte au 15e, elle redescend au 5e. Cet homme-là était avec un de ses collègues qui est français. Une fois que cette femme est partie, et en français, il y en a un qui fait un commentaire du style « pas mal, hein, un truc comme ça ». Et puis, il y avait d'autres personnes dans l'ascenseur, mais ils n'ont dit aucune obscénité, c'est simplement voilà, un compliment comme les Français peuvent en faire en pareil cas. Mais entre eux, et dans une langue étrangère. Il rentre à son bureau, son patron dit « c'est très grave, vous avez été dénoncé ». C'est le puritanisme. Oui. Voilà, c'est ça. C'est le retour des... Alors bientôt, ça sera les sorcières de Salem, vous savez. C'est ça le puritanisme. À la fin, on brûle les sorcières quand même. Donc c'est pas les sorciers qu'on brûle, vous avez bien remarqué. Hein. Donc le fait que des femmes s'engagent dans ce jeu-là, c'est des fois aussi dans ces pays-là qui sont pas les pays. Alors je parle pas des gens qui vont à la messe, mais les pays sociologiquement ou de culture catholique et les pays sociologiquement et de culture protestante ont des réflexes différents. Les pays de l'Europe du Sud sont plus vaccinés contre le puritanisme. Oui. Voilà, ça nous touche moins. Seconde question de nos abonnés, la profession de criminologue risque-t-elle de tomber dans l'idéologie? Alors d'abord, c'est pas une profession. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit de m'installer en mettant une plaque. C'est pas un métier comme boucher ou coiffeur, etc. C'est une discipline qui s'exerce dans le cadre, en France, des fonctions régaliennes. Vous pouvez être gendarme et criminologue, magistrat et criminologue, policier ou criminologue, officier de renseignement ou criminologue. Mais en soi, voilà, c'est une des disciplines pour ces professions-là. Il n'y a pas, comme dans les pays... Au Canada, vous pouvez être criminologue comme on est avocat, par exemple. Mais pas chez nous. En France, c'est le régalien et c'est sous le contrôle du régalien. Donc, j'ai pas plus de risque de sombrer dans l'idéologie que les policiers, les gens qui font des métiers de la sphère du régalien. Nous contribuons, en tant que criminologue, on donne des cours, on fait des conférences, on enseigne dans des endroits X ou Y, des fois proches du ministère de l'Intérieur, des fois proches du ministère de la Défense, et on a une activité d'édition, d'écriture d'articles, d'être interviewé
par les télés, et en dehors de ça, on n'a pas de... Mais c'est pas ces choses-là qui nous enrichissent. On a un salaire parce qu'on est professeur ici, parce qu'on fait des livres, alors on touche des droits d'auteur, etc. Mais il n'y a pas, comme l'avocat qui touche des sous parce qu'il est avocat. Si vous voulez, on ne va pas laïucer là-dessus, mais je suis sous le contrôle de mes collègues. Si je commence à délirer complètement, il y a un collègue qui va dire, on va prendre un café, t'es sûr que c'est bien le Dalai Lama et la reine d'Angleterre? Voilà, donc on est nos écrits et nous-mêmes sommes sous le contrôle de nos pairs. Très bien. Une dernière question, faut-il voir un lien entre le djihad et la poussée des signes religieux dans l'espace public, comme à l'école? Alors, ce sont deux phénomènes différents. Sur un des phénomènes, je peux m'exprimer, sur l'autre, pas, à titre professionnel. Le fait de porter un foulard sur la tête, ou une croix, ou une kippa, ou quoi que ce soit, c'est pas un crime. Donc moi, en tant que criminologue, je m'intéresse à tout ce qui est considéré par le code pénal comme une infraction grave. Le fait que les gens aient une action religieuse dans les lycées, ça relève de la société, et c'est pas, jusqu'à présent, en tout cas, c'est pas dans... Nous ne désignons pas le crime et les criminels selon notre fantaisie à nous, en disant « j'aime pas ça, donc c'est un crime ». C'est le code pénal qui est notre petit livre rouge à nous, dans lequel il y a marqué « ça on peut pas ». Enfin, il y a marqué « ça on peut pas ». Et par définition, tout le reste, on peut. Hein? Donc, j'ai conscience que ces phénomènes-là sont dirigés par des gens qui essayent de pousser à la faute constamment, de gagner des avantages et tout, qu'il y a une volonté délibérée derrière ça. Les frères musulmans, par exemple, mais ce n'est pas les seuls. Et ça, c'est naturellement de l'ordre de la société civile, de le réguler ou de l'interdire. Mais ce n'est pas un criminologue d'en parler. Les phénomènes... Je ne m'intéresse pas aux gens parce qu'ils sont musulmans ou bouddhistes, je m'intéresse aux gens parce qu'ils jettent des avions dans des tours et qui tuent 3000 personnes. Il se trouve que les gens en question sont musulmans. Il se trouve qu'ils pratiquent une variante de l'islam qui est extrême par rapport aux autres, et ces gens-là, c'est des clients pour moi. Et puis ça peut être n'importe quelle religion. Vous voyez, la secte Aum, celle qui a mis le poison dans le métro de Tokyo, c'était des bouddhistes, par exemple. Les bouddhistes, vous ne les imaginez pas violents. Eh bien si, ceux-là étaient des bouddhistes, comme quoi il y a de tout sous le soleil. Hein, voilà, donc je ne m'intéresse pas aux protestants du tout en tant que criminologue, mais il y a des gens aux États-Unis qui mettent des bombes dans des cliniques pratiquant l'avortement. Alors là, dès qu'on commet des crimes, on est un client pour moi. Autrement, non. Et c'est pour ça que jamais j'ai accepté d'aller dans des talk-shows, des trucs comme ça, où il était question de l'islam. Je dis non, quand je touche à quelque chose, je le criminalise. Donc, il doit y avoir 1,2 milliard, 300 millions de musulmans. Là-dessus, il y en a des dizaines de milliers qui sont des gens de Al-Qaïda, de l'État islamique, etc. Les autres, c'est pas mes oignons, quoi. Ai-je envie de voir ma fille porter un tchador ou un niqab? Non, à titre personnel de citoyen. D'être contraint, d'être forcé, ou alors de baisser les yeux. Non, mais les phénomènes religieux, c'est à la société civile d'y parer, quoi, de s'emparer du sujet. Et je ne pense pas que le sujet de la lutte armée par des gens qui pensent qu'on veut faire disparaître l'islam, donc il faut qu'ils se défendent avec les armes, c'est ça les djihadistes. Et puis l'immense majorité des gens qui aillent à la mosquée, c'est une perversion. Vous voyez, c'est comme en France, un pays sociologiquement catholique, il y a une différence entre la religion catholique et l'Inquisition. Voilà, l'un c'est un extrême un peu forcé de l'autre, et tous les gens qui pratiquent la religion catholique n'ont pas forcément envie d'envoyer des hérétiques sur le bûcher, voyez-vous. Ben, pareil pour les autres religions. Le fait de confondre une partie avec le tout, c'est déjà polémique. Donc, j'essaye de garder des distances avec ces visions polémiques des choses. C'est compréhensible. Merci Xavier Hofer pour cet entretien passionnant. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet livrenoir.fr où vous retrouverez des contenus exclusifs. Merci encore Xavier Hofer d'avoir accepté notre invitation et bonne soirée à tous.